Bien, merci d'être venus aussi nombreux. On profite pour adresser un grand merci je vais y arriver, aux orgas de BDXIO, grâce à qui je suis là aujourd'hui. Et pour démarrer, j'aimerais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez l'expression « un peu de douceur dans ce monde de brutes » ? Oui, assez connue, voilà. Moi, ce que j'aime bien dans cette expression, c'est qu'elle nous montre la douceur. Enfin, ça nous donne un peu une idée comme si c'était quelque chose de précieux, d'un peu rare, qu'on va rechercher. Et pourtant, dans le monde de l'entreprise, c'est pas tout le temps comme ça. Mais voilà, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc déjà, avant de commencer, je vais me présenter en 2-3 mots rapides. Donc, je m'appelle Anaïs Huette et je suis coach agile. Et durant ma carrière, j'ai aussi très souvent été perçue comme étant douce. Et c'est pas prêt de s'arrêter après cette conférence-là. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que je me lave avec Myrlène Machine ? Non. Alors déjà, il y a le fait que je suis une femme. Et ça, mine de rien, quand les stéréotypes de genre entrent en jeu, la douceur a tendance à être assez fermement rattachée aux stéréotypes féminins. Ça ne veut pas dire que c'est réservé aux femmes, évidemment. Juste que, en étant une femme, par défaut, sur ma fiche de personnage, on m'attribue quelques points de douceur. Il y a aussi le fait que je suis une maman. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir quand j'ai eu des enfants, où là, sur mon lieu de travail, j'ai assez souvent reçu des remarques sur le fait que, vu que j'étais une maman, j'allais être naturellement plus apte à soutenir les équipes, en prendre soin, les chouchouter, alors que pas forcément. Et surtout, il y a ma petite voix douce. J'ai mis entre guillemets, parce que alors là, qu'est-ce que j'en ai entendu parler de ma petite voix douce ? Et c'est justement cette petite voix douce qui a lancé un peu la création de cette conférence. Et donc, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, c'était il y a à peu près 1 an. J'ai fait un entretien pour une mission dans de l'accompagnement agile. Bon, je coach agile, accompagnement agile. Ça correspondait plutôt bien. Donc l'entretien se passe plutôt pas mal. Mais bon, pas de peau. Le client dit non, ça passe pas. C'est pas grave, ça arrive. Et là, j'ai reçu un feedback. On m'a dit, avec ta petite voix douce, on n'est pas sûr que tu puisses gérer les cas difficiles. Aïe. Ça picote un peu. Alors, je vais en profiter pour vous poser la question à vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous faites ce genre de remarques ? Alors, pas spécifiquement sur vos petites voix douces, mais plutôt des remarques un peu du style trop abrupte, trop doux, trop douce, trop extraverti, trop introverti. Je propose un vote à main levée. Okay. Un peu de minorité dans la salle, ok, ça marche. En tout cas, ce genre de remarques qui ressemblent un peu à des jugements de valeur, souvent ça impacte un petit peu, on les encaisse. Et c'est vrai que moi, de mon côté, cette perception de douceur, donc liée en partie à ma voix, mais aussi à ma posture en général, ça a eu un certain impact dans ma carrière. En début de carrière, j'étais souvent vue comme quelqu'un d'un peu fragile, un peu naïve. Alors, avec le temps et l'expérience, ça s'est un peu estompé, mais jamais complètement. Ça a aussi eu parfois un côté un peu pesant, avec des choses comme des remarques bienveillantes, j'ai mis entre guillemets, parce que voilà, c'était quand même plus des critiques déguisées sur cette douceur qui était quand même plutôt un défaut à corriger. Et ça m'arrivait aussi de voir mon évolution entravée lors d'entretiens annuels, où cette douceur, c'était un point d'amélioration qu'il allait falloir travailler pour progresser. Et ça m'est aussi arrivé de m'entraver toute seule, comme une grande, parce qu'à force de m'entendre dire que je n'allais pas pouvoir gérer les cas difficiles, j'ai fini par y croire. Et face à des défis, à des opportunités, à freiner des 4 fers. Et c'était dommage, quelque part. Alors ça m'est arrivé, donc, comme je disais tout à l'heure, des refus de mission, parfois, parce qu'elle est trop douce, ça ne va pas coller. Et ça m'est aussi arrivé d'être la cible de harcèlement. On se disait que la personne qui a une petite voix douce, ce n'est pas elle qui va aller se plaindre. Et donc, pour revenir à ma petite histoire de départ, donc à cette remarque sur ma petite voix douce, là, ce coup-ci, au lieu d'encaisser comme d'habitude et d'attribuer ça à du sexisme ordinaire, peut-être un peu avec tout ça derrière, il y a eu un effet un peu goutte d'eau qui fait déborder. Et je me suis dit, mais et si c'était pas que ça ? Et s'il y avait des questions à se poser, un sujet à gratter ? Déjà, se dire, pourquoi cette douceur serait un défaut ? Est-ce que ça pourrait pas au contraire être un avantage, nous apporter des choses ? Et si on imaginait
à quelque chose, comme un peu une posture douce. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter justement pour faire face à ce monde de brutes où nous vivons? Et enfin, oui, mais est-ce qu'on vit vraiment dans un monde de brutes en fait? Et avant de répondre à ces questions, je vais m'attaquer à la toute première question, celle qui a lancé tout le sujet, à savoir, mais enfin, c'est quoi le problème avec la voix? Il ne devrait y avoir aucun lien entre le timbre de ma voix et mes capacités. Donc, d'où ça sort? Alors j'ai commencé à chercher, à creuser. Je me suis demandé, est-ce que c'était déjà arrivé à d'autres femmes dans l'histoire d'être délégitimisées par leur voix? Et j'ai trouvé plusieurs exemples. Et je vais vous en partager un en particulier, celui de Margaret Thatcher, qui a été Première ministre au Royaume-Uni entre 79 et 90, 11 ans. Et lorsqu'elle a démarré sa carrière dans la politique, elle a reçu beaucoup de critiques sur sa voix, jugée trop stridente, au point où elle a fait appel à un coach vocal pour l'aider à baisser la fréquence de sa voix de 60 Hz. Donc, pour avoir une idée de ce que ça représente, prenons un piano. Donc, sur notre piano, si on place les fréquences de voix masculines, elles vont se placer plutôt par là, entre 75 et 140 Hz. Ils vont même déborder un peu sur la droite pour les voix les plus graves. Les voix féminines vont aller plutôt par là sur notre piano, entre 170 et 250 Hz. Donc, si on reprend pour Margaret Thatcher, donc en imaginant que sa voix était à peu près au milieu de notre amplitude de voix féminine, donc là, sur un là, à 220 Hz, après le travail avec le coach vocal, sa voix se serait retrouvée à 160 Hz entre un mi et un fa. Donc un sacré bond sur notre piano quand même. Et ça, mine de rien, ça a eu un impact notable. Ça a même été dit dans son autobiographie, qui a été publiée en 2013, à sa mort. Donc, bientôt, le ton harceleur de la ménagère, sympa, a laissé place à des notes plus douces et lisses qui craquaient rarement, sauf sous provocation extrême de la Chambre des communes. Donc, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui a eu son petit effet. Et Margaret Thatcher n'est pas la seule femme à qui ce genre d'histoire est arrivée. Je vais vous partager l'histoire d'une autre femme un petit peu moins connue, ma mère, qui, à l'époque où Margaret Thatcher devenait première ministre des Royaumes-Unis, était au service de santé des armées. Et donc elle prenait du grade et les responsabilités qui vont avec. Et là, on lui a dit quelque chose qui va être assez familier. On lui a dit « Ah ben, tu dis des choses intéressantes, enfin pertinentes, mais avec ta petite voix douce, on ne te prend pas au sérieux. » Comme quoi, c'est de famille. Et ma mère a pu bénéficier d'une formation pour apprendre à mener des ateliers et des réunions, et aussi apprendre à baisser la fréquence de sa voix, d'un demi-ton, d'un ton, dans le but d'être prise au sérieux. Et c'est quelque chose qui lui a servi durant tout le reste de sa carrière, jusqu'à devenir officier. Et pour le coup, cette drôle de relation entre cette voix et cette perception de leadership, une scientifique canadienne s'est penchée là-dessus et a fait une série d'expériences sur lesquelles elle a publié une étude en 2016. Donc, j'ai mis un QR code à la fin avec les sources, si jamais ça vous intéresse, où justement, elle a fait une expérience assez intéressante. Elle a pris des gens, des participants en groupe, et leur a donné un exercice assez banal en soi, à savoir prioriser en groupe la liste des objets dont un astronaute aurait besoin pour survivre à un crash sur la Lune. Donc les choses qu'on trouve un peu en icebreaker dans nos ateliers, quoi. Mais, petite subtilité supplémentaire, chaque participant et participante devait, en amont de l'activité de groupe, faire sa propre liste d'objets. Et aussi, avait reçu l'information que si il ou elle parvenait à ce qu'il y ait le plus d'éléments de sa liste et dans l'ordre de sa liste qui se trouve dans la liste finale, la personne aurait une compensation financière supplémentaire. Donc comme ça, tout le monde avait une motivation pour prendre le lead. Et donc les groupes se forment, 4 à 7 personnes. Les interactions sont filmées, enregistrées. Et là, elle a pu observer quelque chose que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que dès les premières minutes de l'interaction, chaque participant et participante modulait inconsciemment la fréquence de sa voix. Soit en la baissant un peu, donc voix plus grave, soit en l'élevant un peu, voix plus aiguë. Et en plus,
les personnes qui avaient le plus baissé la fréquence de leur voix étaient les personnes qui avaient poussé le plus d'éléments de leur liste. Et en interviewant tous les participants, c'était aussi les personnes qui étaient notées, remontées par les autres comme ayant été les leaders. C'est fou quand même. Et ce qui est marrant avec cette expérience, c'est qu'on peut la mettre en lien avec une autre étude, un peu plus ancienne. Donc là, on sort du Canada. Ah non, zut, j'ai oublié un petit élément. Désolée. Un petit lien qu'a fait Joey Cheng pour essayer d'expliquer le pourquoi. Ça a été justement de parler dans la nature, mais il y avait ce même genre de comportement chez nos cousins les primates, qui eux aussi en moment de groupe, lorsqu'il y avait besoin d'asseoir la dominance, modulaient la fréquence de leur voix en baissant la fréquence. Et donc, je reprends, on peut mettre en lien avec une autre étude qui elle, a été faite en Australie en 1998 par Cecilia Pemberton, qui, elle, s'est intéressée justement à l'évolution de la fréquence des voix féminines depuis les années 40. Et donc, qui a pris des enregistrements de voix féminines qui dataient des années 40, donc à mesurer leur fréquence moyenne. Donc, si on la remet sur notre piano, elle se retrouvait à 229 Hz, c'est entre un La dièse et un Si, et elle les a comparés à des enregistrements de voix féminines des années 90, et des femmes qui n'avaient jamais fumé, ni pris la pilule, pas de variation hormonale. Et là, elle a pu voir qu'on était descendu à 206 Hz sur un sol dièse, donc une touche de piano. Et ce qui est intéressant, c'est que ces résultats avaient parfois été interprétés comme étant un effet du sexisme qui aurait forcé les femmes à baisser la fréquence de leur voix. Mais quand on le regarde avec la lentille de l'expérience de Joey Cheng, on peut aussi l'interpréter en se disant mais peut-être aussi que depuis les années 40, où les femmes ont pu de plus en plus prendre de la place dans des rôles de leadership, dans des rôles avec de responsabilité, elles ont pu aussi avoir la fréquence de voix qui a pu baisser aussi en relation. Alors, quand on se dit ça, on se dit « Ah, c'est cool, on est sur la bonne voie. » Mais attention quand même, on n'est pas sorti de l'auberge non plus. Je vais vous parler d'un rapport qui a été publié en 2019 par l'UNESCO, qui s'intitule « Je rougirais si je pouvais » et qui lance un signal d'alarme concernant les assistants numériques vocaux. Bon, on n'est pas dans l'IA, mais des fois dans... Donc notamment Siri, Alexa, Cortana, l'assistant Google. Et justement, en disant de faire attention à ce que ces assistants numériques vocaux, en grande majorité, ils ont par défaut des prénoms féminins, des voix sur des fréquences féminines, et ils posent le risque de créer une association entre ces voix féminines et l'attitude servile soumise de l'assistant numérique vocal. Et justement, le titre n'a pas été choisi au hasard. Je rougirais si je pouvais. C'est ce que répondait Siri jusqu'en 2019, sachant que Siri date de 2011, lorsqu'on lui lançait une insulte qui rime avec antilope. Tout le monde là, c'est bon. Mais d'une voix identifiée comme étant masculine. La même insulte d'une voix identifiée comme étant féminine déclenchait la réponse « ce n'est pas sympa ». Et pour le coup, ça fait quand même se dire attention effectivement à ce côté. On a ce personnage féminin, cette voix féminine de plus en plus répandue et qui nous fait ce lien entre ces voix féminines et les réactions face à des insultes, à du harcèlement sexuel qui vont être au mieux de l'évitement, au pire du flirt. Bon, ok, on a pas mal parlé des voix, mais la douceur, c'est pas que ça, on est d'accord. On peut dire des choses très violentes avec une voix douce. Donc, on en parlait un petit peu avec les études de Joey Cheng, avec ce côté douceur et leadership. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça donne la douceur? Donc, non plus tant la voix, mais la posture, lorsqu'on est dans du leadership et dans des rôles de management. Et alors là, je vais faire une petite parenthèse pour parler de leadership et management. Parce que quand je préparais cette conférence et que je cherchais des définitions sur Internet, parfois j'ai trouvé un peu tout et son contraire. Donc, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, je vais vous proposer la mienne. Donc, pour moi, le management, c'est un rôle qui va être associé à des responsabilités, à un poste. Et le leadership, c'est une posture qui va représenter un peu la capacité à emmener les autres vers un objectif commun.
Et donc, on peut être dans un rôle de management sans forcément faire preuve de leadership, être dans un rôle de management et leader, faire preuve de leadership sans être manager, et enfin, faire aucun des deux, c'est pas obligé. Voilà, je referme la parenthèse. Et j'en ouvre une seconde. Après, promis, j'arrête, sinon ça va faire un peu équation mathématique. C'est parce que là, on va commencer, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on va se lancer dans les stéréotypes de genre. Et donc, forcément, c'est un peu gros, c'est pas très subtil, et surtout, c'est très binaire. Et je voulais juste prendre quelques instants pour rappeler que même si on va parler de genre de manière très binaire, parce que stéréotype, c'est pas quelque chose de binaire, le genre. Et ça me paraissait important de le rappeler, surtout en ce moment. Voilà. Fermeture de la parenthèse, dernière parenthèse, c'est bon. Maintenant, on rentre dans les stéréotypes de genre. Alors, une définition de stéréotype de genre que j'ai trouvé dans un article donc de Juliette Guillaume-Hula et Pascal Levé de 2006, donc, nous dit que les femmes seraient plutôt du côté écoute, douceur, intuition, tandis que les hommes seraient plutôt technique, pouvoir, autorité naturelle. Ah, j'ai prévenu, c'est pas subtil. Et j'ai trouvé plusieurs études assez intéressantes justement sur cette perception de personnes qui sont dans des rôles de management, selon que leur posture allait en accord avec le stéréotype lié à leur genre ou à l'opposé. Je vais vous les partager. Donc pareil, elles sont dans le QR code. Donc les deux premières ont été publiées par Catalyst en 2005 et 2007 et s'intéressent au côté qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes dans des rôles de management selon si elles vont donc en accord ou à l'opposé de leur stéréotype. Et là, ce qui est bien, c'est que tout est dans le titre. Les femmes prennent soin, les hommes prennent les choses en main. Maudite si tu le fais, condamnée si tu le fais pas. Et ce qu'elles mettent en lumière, ces études, c'est que justement, donc, elles ont pu voir que les femmes dans des rôles de management, lorsqu'elles étaient dans des postures donc plutôt axées sur l'écoute, sur le soutien, donc on était sur le stéréotype féminin, elles étaient vues comme plutôt sympas, vraiment gentilles, cool, et pas super compétentes par contre. Et à l'opposé, donc lorsqu'elles allaient à l'inverse du stéréotype, donc on a technique, autorité, pouvoir, tout ça, alors là, oui, elles étaient vues comme étant compétentes. Mais alors, par contre, désagréables, agressives, un peu des antilopes, quoi. Et l'autre étude que j'ai pu voir, donc c'est publié par Madeleine Hellman en 2010, justement, s'intéressait à ce qui se passait pour des hommes dans des rôles de management lorsqu'ils allaient à l'opposé du stéréotype lié à leur genre. Donc, écoute, douceur, soutien, tout ça. Et là, elle a pu voir aussi un truc assez intéressant, c'est qu'il y avait vraiment deux cas de figure. Soit c'était juste, mais pas reconnu, juste perçu comme étant quand même technique, autorité, pouvoir, parce qu'un homme de la douceur. Ouais. Et dans les cas où c'était reconnu, là aussi tout est dans le titre, ils étaient vus comme étant faibles et ne méritant pas le respect. Alors là, pour le coup, vous allez peut-être vous dire, ça a l'air cool ton truc, hein, tu nous le vends bien, on est incompétent ou faible, sympa. Et quand on dit ça, on peut se dire, peut-être qu'en fait, on vit vraiment dans un monde de brutes, où ça va être la loi de la jungle. Il va falloir se faire respecter, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Mais à ça, j'ai quand même envie de dire, pas d'accord. Pour moi, être doux, être douce, ça ne veut pas dire être un paillasson. Puis en plus, un paillasson, c'est rêche, donc ça ne marche pas. Mais alors, pour le coup, qu'est-ce que c'est ? Je parlais d'imaginer une posture douce, mais qu'est-ce qu'on mettrait dedans ? Pour moi, déjà, ça commencerait par un intérêt sincère pour l'autre. Quelque chose qu'on pourrait peut-être qualifier de gentillesse. Mais le mot est parfois vu de manière un petit peu péjorative. Quand on qualifie quelqu'un de gentil, on a tendance à le préfixer par un trop. Alors un autre mot sympa, il y a le mot bienveillance, qui veut dire vouloir le bien, plutôt cool. Et il a eu pas mal de succès, ce mot. Et il en a aussi été un peu victime. Il a souvent fait un peu détourner, un peu tordre le cou. Et cette bienveillance un peu détournée qu'on peut voir, donc Christophe Genoux nous l'a décrit assez bien dans son livre « Leadership, agilité, bonheur au travail, bullshit ». Il nous parle de cette bienveillance qui est une réciprocité feinte. Donc on a un bienveillant qui surplombe un bienveillé. Et il le décrit même comme étant une forme assez perverse de manipulation morale des individus. Et bam. Et ce qui est marrant avec ce passage, c'est que lorsque j'étais en train de lire le livre, je l'ai fait lire à mon conjoint. Et alors là, il a eu une réaction assez rigolote.
Mais vraiment, ça a été le cri du cœur. Il m'a dit, mais wow, lui, quelqu'un lui a fait du mal. Et ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait me dire, mais en fait, c'est peut-être pour ça que ce passage a autant résonné chez moi. C'était que pour avoir vécu ce genre de bienveillance détournée, c'est quelque chose qui fait du mal. Et donc, bon, ça, dans notre posture douce, non merci. Et donc, pour pouvoir faire un petit peu le tri entre cette forme de bienveillance et une qu'on voudrait mettre dans la posture douce, je vais m'appuyer sur un outil qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Donc, il y a une théorie des rapports sociaux et de la communication qui a été posée par Eric Berne en 1958. Et une des facettes de cette analyse transactionnelle s'appelle les positions de vie. Donc, il représente un peu comment je positionne la valeur que je m'accorde à moi-même par rapport à la valeur que j'accorde aux autres. Donc, on a 4 déclinaisons. Plus, je m'accorde de la valeur, la même aux autres, tout le monde est content. Plus, moins, je m'accorde plus de valeur qu'aux autres, et je les regarde de haut. Moins, plus, j'accorde aux autres plus de valeur qu'à moi-même, et je m'écrase. Et enfin, moins, je suis nul, les autres sont nuls, la vie est nulle. Voilà. Donc, la bienveillance décrite par Christophe Genoux, donc un peu nocive, je l'imagine plutôt ici, moi. Soit en plus-moins, c'est-à-dire que je l'inflige aux autres en toute indulgence, en toute bienveillance, c'est juste que je sais ce qui est bon pour eux mieux qu'eux. Ou alors, moins plus, je la subis de la part de quelqu'un d'autre. Et donc je pense que je vais surprendre personne en disant que celle que j'imagine pour la posture douce, elle est plutôt là. Donc en plus, à savoir, je fais aussi preuve de bienveillance envers moi-même, et donc, je reconnais la valeur des autres en gardant à l'esprit que quel que soit mon niveau d'expertise, quelle que soit mon expérience, la personne en face pourra toujours m'apprendre quelque chose. Penser à un truc auquel je n'aurais pas forcément pensé. Avoir lu un livre que je n'aurais pas lu. Mais bien garder ça à l'esprit. Et juste ça, mine de rien, ça peut faire tout un monde de différence. Alors, autre chose qu'on peut rajouter à notre panier, voilà, l'empathie. Donc il y a un peu cette capacité à s'identifier à l'autre, se mettre dans ses souliers. Donc on en a 2 facettes. On a l'empathie émotionnelle, à savoir que je vais identifier l'émotion de l'autre et la ressentir. Donc en grossissant bien le trait, ça va être un peu, je perçois que tu es triste, je comprends ce que c'est parce que ça m'est déjà arrivé d'être triste dans la vie, et voilà, je me sens triste avec toi. Et c'est déjà plutôt cool. Déjà, je réalise que l'autre personne ressent une émotion, je l'identifie, je m'y identifie et je le prends en compte. Et une autre facette de l'empathie, on a aussi l'empathie cognitive. Savoir, là, ça va être un effort de réflexion, donc pour aller vraiment me mettre dans les souliers de la personne, essayer de comprendre de son point de vue, comprendre aussi d'où ça vient et, si besoin ou demande, attention à l'aide infligée, pouvoir y apporter une aide. Et, dernier petit truc, c'est les soft skills, qu'on met souvent en complément des hard skills, donc tout ce qui est, parce que ça prend formation, donc coder dans un certain langage, faire une requête SQL, et dans le cas des agilistes, savoir décoller un post-it sans qu'il rebique. Voilà. Très important. Et donc les soft skills, quand j'ai vu qu'en français, on avait tendance à les traduire par compétences douces, je me suis dit, avec ça, je vais convaincre tout le monde, ça va être trop bien. Et c'est pas aussi simple que ça. Déjà, quand on cherche sur Google les soft skills, combien il y en a, qu'est-ce que c'est? Il y en a plein. Et autant dans le lot, il y en a certaines qui correspondraient assez bien à ce côté un peu douceur, posture douce. Autant il y en a d'autres, organisation, mémoire, curiosité, très bonnes compétences à cultiver, mais rien à voir avec de la douceur. Donc pour le coup, ça va plutôt être un savoir-être. Quelque chose sur lequel on va pouvoir venir s'appuyer, en tout cas sur ceux qui sont en rapport, mais ça ne va pas forcément être les soft skills. Ok. Alors avec ça, vous allez peut-être me dire, oui, c'est bien mignon tout ça, mais qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Alors, de mon côté, je suis coach agile, donc j'évolue beaucoup dans les environnements, mais plutôt dans l'agilité, donc je vais plutôt apporter le point sous ce prisme-là. Et notamment, l'agilité, c'est un peu la réputation d'être le monde des arcs-en-ciel et des bisounours. Et là, je me dis, avec ma posture douce, ça devrait passer tout seul.
Et pourtant, c'est pour une mission d'accompagnement agile que ma voix était trop douce. Peut-être pas tout à fait ça. Et effectivement, quand on gratte un petit peu, c'est pas si bisounours que ça. On a les fameuses transformations agiles qui se passent rarement en douceur, qui vont plutôt tendance à avoir des chocs de culture, entre la culture gestion de projet classique et la culture agile. Et ça, mine de rien, ça va générer son lot de résistance au changement et tout un tas de défis, de challenges qui vont venir de là aussi, et que les différentes personnes dans des équipes dans l'agilité vont devoir aussi y faire face. Donc, j'ai réparti les différents rôles en 3 grandes familles pour parler un petit peu de ces défis-là et un petit peu de ce qu'on peut y apporter aussi avec un peu de douceur. Donc, première grande famille, tout ce qui est facilitation. Donc, on va y retrouver les Scrum Masters, les coachs agiles, Agile Masters, Kanban Masters. Il y en a tout plein d'autres. On les reconnaît au post-it bien droit. Et donc, ça va être les rôles, les personnes qui vont poser le cadre. Souvent, marcher sur le fil entre l'adapter aux besoins de l'équipe, mais pas le dénaturer. Qui vont être en figure de proue de ces fameuses transformations agiles. Et comme ça, ils vont se prendre aussi en pleine figure toutes les embrouilles qui vont avec. Les conflits qui vont émerger, qui vont être là aussi pour essayer de les gérer. Et souvent, associé à ces rôles-là, il va aussi falloir dire des choses qui fâchent. Des choses comme ça, c'est pas une user story, c'est un cahier des charges. Ou en fait, mon rôle, c'est pas d'agiter ma baguette magique et de faire disparaître magiquement les problèmes. C'est pas ça. Et pour le coup, apporter aussi un petit peu de douceur, ça peut aider à faire passer ces pilules un peu difficiles parfois, ces messages qui vont fâcher, notamment quand on est en plein aussi dans les chocs. Ça peut aussi nous aider, je parlais de gestion de conflit, en faisant preuve d'empathie et en accompagnant aussi les autres dans cette empathie. Autre famille, on a le côté un peu métier. Donc là, c'est là où il y a plein de P. Les PO, PPO, PM, tout ça. Donc pareil, mais ça va être des rôles où on va faire le grand écart entre les besoins du client, de l'entreprise, de l'équipe, et essayer de faire tenir tout ça. On va avoir plein d'avis contradictoires, un peu le cas un peu classique du plusieurs parties prenantes qui veulent faire passer son besoin avant que ceux des autres. On se poudre d'une petite dose de hiérarchie et la pression qui monte. Et face à ça, il va falloir dire non. Non, on ne va pas faire tout le backlog en 6 mois. C'est pas possible. Et défendre ses décisions. Et autant, c'est facile à écrire, c'est facile à dire. Face à une hiérarchie, des gens qui poussent et tout, c'est vachement plus dur. Et ça aussi, l'amener en douceur, ça peut parfois aider justement face au stress, face à ces moments de non, il faut absolument tout livrer bientôt. Et je parlais du cas des 2 parties prenantes qui veulent absolument pousser leurs besoins. On peut faire aussi les poser ensemble, créer un dialogue, les emmener dans un moment de co-construction et faciliter un moment d'échange. Dernière grande famille, alors là, à énumérer dev, lead dev, tech, QA, archi, j'en oublie tout plein, désolé. Qui vont être les rôles qui, eux, vont subir le plus les irritants du cadre qui a été posé, assez souvent imposé, encore plus irritant. Donc, faire face aussi des délais des charges pas forcément faciles. On disait le backlog en 6 mois. Parce qu'on a tendance à dire, alors oui, un rythme constant est soutenable, et en pratique, ça ne passe pas toujours. Et donc, ça va aussi faire partie de ces rôles-là, d'être là pour challenger les demandes, que ce soit donc les besoins fonctionnels, les user stories, je vais y arriver, de pouvoir gérer les blocages aussi qui vont émerger. Et donc, un petit exemple tout bête, imaginons, je viens de recevoir une pull request, et la personne de l'équipe qui me l'a fait, je suis en train de la lire, et je vois, mais zut, j'avais déjà dit qu'il ne fallait pas qu'on fasse les choses comme ça, la personne a refait la bêtise, oh ben mince, j'en ai marre, je vais lui refuser, petit commentaire bien salé, hop, ça va lui apprendre un peu. Ou alors, je peux peut-être programmer un moment de pair programming avec cette personne et observer un petit peu la manière dont elle a de procéder, partager la manière dont on fait.
Parce que ça se trouve, la personne n'aura peut-être pas osé l'exprimer, le dire devant le reste de l'équipe. Et ça se trouve, peut-être que la personne aura aussi une autre manière de faire vachement intéressante, qu'elle n'aura pas non plus osé dire ou partager, et que c'est moi qui vais apprendre quelque chose. Et ça, j'en aurai l'opportunité justement parce que j'aurai créé un moment de dialogue, au lieu de le fermer. Ok. Donc, avec tout ça, voilà, je vous ai un peu fait la pub de la douceur et tout. Évidemment, l'idée, c'est pas de faire que ça non plus, plutôt de l'amener en complément d'autres postures. C'est pas une posture unique pour les gouverner toutes. Mais je me dis, c'est quelque chose qui peut nous apporter des petits avantages. Et ce serait dommage de faire une croix dessus en le confondant avec de la faiblesse. Et pour le coup, j'aimerais vous partager quelques petits outils, bon, certains qui sont déjà un peu connus, mais qui sont quand même intéressants, qui sont justement facilités par une posture douce. Et un peu façon serpent qui se mord la queue, peuvent aussi parfois nous aider à en amener un petit peu. Donc voilà, quelques petits avantages. Alors déjà, il y en a un qui s'appelle l'écoute active. Il y a un petit peu l'idée de, on se prend un moment à deux, et il y a vraiment un moment d'écoute dans la communication. Et donc l'idée étant d'écouter pour comprendre plutôt que pour répondre. Et si, comme moi, vous avez tendance à être un peu orienté solution, c'est pas facile. Parce que souvent, quand je discute à ce moment-là, ce moment d'écoute, là, la personne va dire quelques mots-clés qui vont faire s'allumer des zones dans mon cerveau. Je vais me dire, ah oui, ça c'est ça. Et là, hop, j'ai déjà la moitié de mon attention qui part à côté, en train de construire ma solution, ma réponse. Sauf que, pour le coup, j'écoute la personne qu'à moitié. Ça se trouve, je vais louper une info essentielle qui va faire que ma solution, elle va passer à côté du besoin. Et ça se trouve, la personne n'avait même pas envie d'une solution, juste besoin d'être écoutée. Et donc, quand ça m'arrive, il faut que je m'attrape un peu par le col. Je me dis, tu te calmes. Juste un moment d'écoute. Après, on verra. Alors après, c'est aussi un moment où sans jugement, donc arrêt momentané du jugement, parce que, évidemment, j'ai toujours raison, mais la personne en face aussi. Donc, pareil, on met ça en pause. Et enfin, petit bonus, reformuler, pour pouvoir s'assurer d'avoir bien compris et assurer la personne en face qu'on l'a bien écouté. Un autre, assez connu aussi, mais que j'aime bien, c'est la communication non violente, donc qui est souvent représentée par un petit bonhomme. L'idée étant de se baser sur une observation avec un jeu, un ressenti, j'ai remarqué que, j'ai l'impression que, plutôt que toi, t'as fait ça et c'est pas bien, pas le même effet. Et de pouvoir donc observer son sentiment pour comprendre le besoin qui en découle, le verbaliser et être à l'écoute du besoin de l'autre, évidemment, en l'impliquant. Qu'en penses-tu? Peux-tu m'aider? Comme ça, j'ai pas posé ma critique et je suis partie. Au contraire, c'est plutôt j'ai ouvert un dialogue. Donc, très souvent utilisé pour les feedbacks un peu négatifs, mais ça peut aussi très bien marcher pour des feedbacks positifs. Autre outil qui, lui, par contre, est moins connu, c'est les 5 chaises. Donc, outil qui a été créé par une coach qui s'appelle Louise Evans. Et alors, ce que j'aime bien avec cet outil, c'est que plutôt que de diviser les personnes en cases selon type de personnalité, couleur, machin chose, là, elle rassemble au contraire tout le monde face aux différents types de comportements que nous pouvons adopter lors des communications. Donc, elle modélise sous la forme de 5 chaises sur lesquelles nous venons métaphoriquement nous asseoir quand nous adoptons le comportement. Donc, pour l'expliquer en vitesse, on a la chaise rouge, donc de l'attaque, donc les moments où je vais être agressive, défensive, passif-agressive. En gros, si je cherche à gagner une interaction, je suis sur la chaise rouge. On va voir la chaise jaune, du doute de soi. C'est un peu ces moments où on se dit « Ah non, je suis nulle. Non, mais de toute manière, ce que je dis, ça ne sert à rien. » Ou alors « Mais pourquoi j'ai dit ça ?» Voilà. La chaise verte, qui va être la chaise de l'attente, qui est un petit peu le moment où on fait un petit peu un pas en arrière pour « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» J'observe les faits et je respire un coup et après, on va voir. La chaise bleue, la chaise de la détection, qui va être je vais faire détection sur mes sentiments, mes besoins. C'est là que la communication non violente vient s'asseoir. Et qui va aussi me permettre de pouvoir les exprimer, poser des limites claires.
Et enfin, chaise violette, la connexion, donc empathie cognitive, c'est-à-dire me mettre dans les chaussures de l'autre, essayer de comprendre ses sentiments, ses besoins. Et donc, je me dis, cette posture douce, ça peut peut-être nous aider à venir un peu plus souvent s'asseoir sur ces 2 dernières chaises. Et aussi, autre chose intéressante, je parlais de gestion de conflit tout à l'heure, c'est un outil qui peut être assez chouette pour justement aider dans ces cas-là. En accompagnant une personne et en l'invitant à s'asseoir sur chacune des chaises, on peut le faire avec des vraies chaises si on veut, et à verbaliser son ressenti, on peut amener une personne en douceur d'un état d'agression jusqu'à un état d'empathie. Plutôt intéressant. Et enfin, un petit dernier pour la route. Les chauds doudous. Ouais, dur de parler de douceur sans parler des chauds doudous. Alors, les chauds doudous, ça vient d'un conte pour enfants qui a été écrit par Claude Steiner en 1984. Donc, pour la petite anecdote, c'est un élève de Eric Berne, le monsieur qui a fait l'analyse transactionnelle. Et dans ce conte, alors je ne vais pas le raconter en entier, mais le principe, c'est que dans le monde des chauds doudous, tous les enfants, tout le monde naît avec un sac qui contient une quantité infinie de petites créatures chaudes et douces, les chauds doudous. Et donc, quand on reçoit un chaud doudou, on se sent chaud et doux et heureux. Et ça, dans la vraie vie, ça va être tous ces moments où on va pouvoir recevoir et échanger des feedbacks positifs, exprimer sa reconnaissance. Et justement, on parle pas mal de comment exprimer des feedbacks négatifs, mais c'est super important aussi, les feedbacks positifs, notamment pour construire une cohésion d'équipe, et même pour être bien, tout simplement. Et pour ça, il y a plein de petits outils qui existent. Il y a les kudos cards, le jeu totem, il y a même tout simplement prendre des petites post-it et se prendre un moment pour écrire ce pourquoi on est reconnaissant envers quelqu'un, se les coller sur le dos ou se les échanger. Et pour le coup, en fait, ça nous en fait des avantages à la douceur. Mais avant de terminer, je voudrais revenir sur la dernière question que je m'étais posée. Je m'étais dit, est-ce que nous vivons vraiment dans un monde de brut ? Et pour y répondre, je vais m'éloigner un peu des supports, donc des livres et des recherches. Ce coup-ci, je vais me tourner vers un film. Donc, c'est Everything Everywhere All at Once. Un film qui est sorti en 2023. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il est trop bien. Et dans ce film, il y a un personnage en particulier, c'est celui de Waymon Wang, qui a été joué par Ke-Huy Quan. Et c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Déjà, c'est un homme qui a une voix très douce, avec une fréquence assez élevée, et qui, durant une bonne partie du film, est montré comme étant quelqu'un d'assez faible. Et pourtant, au fur et à mesure que l'histoire va avancer, sans spoiler, il va nous démontrer magistralement la force de la douceur, par sa capacité à créer des connexions avec les gens. Et j'aimerais vous partager 2 citations de ce personnage. Donc la première, c'est « Tu penses que parce que je suis gentil, ça veut dire que je suis naïf. Et peut-être que je le suis. C'est stratégique et nécessaire. C'est comme ça que je me bats. » Et la seconde, « La seule chose que je sais est que nous devons être gentils. S'il vous plaît, soyez gentils. En particulier lorsque nous ne savons pas ce qu'il se passe. » Et ça me fait me dire que peut-être que nous ne vivons pas dans un monde de brut, en fin de compte, mais plutôt dans un monde incertain, auprès d'autres humains qui font face à tout autant d'incertitudes. Et tout comme l'agilité nous aide à faire face à la complexité, je pense que la douceur peut nous aider à faire face à cette incertitude, en faisant preuve de gentillesse avec les autres, tout comme avec nous-mêmes. La douceur est un avantage, une force, et personne ne devrait être pénalisé pour ça. Alors j'avais parlé de mes sources et d'un QR code. Les voici. Avec la seule source que je n'avais pas encore citée, donc c'est Pas convaincu, l'éloquence au féminin, un podcast par Isabelle Châtaignier, qui s'intéresse justement aux arts oratoires et à la voix des femmes dans l'histoire. Très sympa, je recommande. Donc voilà, je laisse 2 minutes si vous voulez scanner le QR code. Je vois encore les téléphones. Bon, et puis si c'est bon, il ne me reste plus qu'à vous dire, mauvais bouton, un grand merci.
Et donc, je crois qu'il nous reste un petit peu de temps si vous avez des questions, des chauds doudous, des feedbacks. Salut, Nicolas. Est-ce que tu as en tête un exemple d'une personne qui était particulièrement, tout le contraire de ce que tu as décrit, agressive, et dans le cadre de ton métier, tu as dû interagir avec cette personne et lui montrer par ta posture du coup que finalement c'était possible? Est-ce que tu as eu déjà un cas comme ça, un peu marquant? Alors, j'ai eu un cas où qui m'a un petit peu marqué, oui, sur une personne où c'était dans une équipe où, en termes de façon de discuter, de communiquer, passait beaucoup par s'envoyer des vannes en pleine figure tout le temps. Jusqu'au moment où les vannes, à un moment, elles vont trop loin. Où il y a des sujets de frustration, et d'un coup, les vannes, c'est plus trop des vannes, ça devient des règlements de compte un peu déguisés. Et justement, je sais que dans cette équipe-là, il y avait 2 personnes qui étaient un peu en conflit, et justement, les vannes elles devenaient de plus en plus personnelles parfois. Et je sais que j'avais pu discuter un petit peu séparément avec ces personnes-là, et avoir le côté, alors j'avais eu une approche où j'avais discuté un peu d'une vanne qui avait été faite envers moi, un peu une vanne un peu sexiste. Et justement, voilà, pour poser l'idée du moi ça m'embête. Pareil, pas devant l'équipe, juste la personne. On offre un café, on prend une seconde pour discuter et dire voilà, moi de mon côté ça m'embête pour telle et telle raison. Donc poser un petit peu ce côté, poser les limites. Voilà, ok pour les vannes, mais celle-là ça me met mal à l'aise parce que. Et j'en ai profité d'utiliser cet exemple pour construire un peu dessus. J'ai l'impression que les autres vannes qu'on s'échange dans l'équipe et tout, là ça va trop loin. Qu'est-ce que tu en penses? Et j'en ai profité un petit peu pour utiliser cet exemple pour construire dessus et avoir ce côté poser des discussions. Après, j'ai aussi amené des chauds doudous. Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est on se rappelle très souvent les choses qui nous frustrent. Parce que c'est ce qui se passe le plus souvent. Et les gens ont tendance à oublier parce qu'ils apprécient aussi le fait de travailler les uns avec les autres. Donc on avait fait un jeu de totem ensemble. Et pour le coup, de voir ces personnes s'échanger des compliments, des chauds doudous, il y avait un petit peu la pression qui avait commencé ça allait un peu mieux. Alors ça n'a pas effacé les frustrations, ça n'a pas effacé les vannes, mais ça a aidé un petit peu à ramener les choses. Et après, c'est aussi un travail qui continue quelque part. Pardon. C'est un travail qu'il a fallu continuer, garder un petit peu ce côté-là, parce que il y a toujours des moments où on va basculer dans un peu de la dérision. Non, mais on a dit qu'on faisait de la bienveillance. Et là, rappeler, oui. Et pourquoi on en fait? C'est bien, en fait. Donc voilà, c'était cette petite anecdote-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci.